La nature peut nous inspirer pour tisser une autre organisation sociale. L'humain seul dans une pièce stérile, c'est-à-dire sans bactéries, sans virus, sans levure, ne peut pas se développer. On a, depuis Pasteur, assisté à une pasteurisation de notre société. J'ai même envie de dire une pasteurisation de notre humanité. Et je vous propose d'explorer d'abord cette piste de la nature, de notre lien avec tous les autres êtres, notre interdépendance. Et à travers quelques exemples, nous allons finalement voir comment on peut passer d'une vision biologique, d'une vision scientifique, d'une vision médicale de notre reliance à la nature, à une vision beaucoup plus presque philosophique, peut-être même utopiste, en tout cas aller vers un modèle de relation sociale beaucoup plus universel entre tous les peuples de cette planète, qu'ils soient humains ou pas. C'est parti pour cette nouvelle émission sur les chemins du vivant, symbiose au cœur du vivant. La première chose, puisqu'on va parler de symbiose, c'était peut-être de poser quelques mots autour de la symbiose. Qu'est-ce que l'on peut dire? Quelle définition peut-on donner? Moi, j'ai déjà envie d'opposer certains mots. Lorsque, en biologie, on parle de symbiose, on oppose à la relation symbiotique, la relation antagoniste. Des antagonistes, ce sont deux êtres ou plusieurs êtres qui vont être en concurrence par rapport à l'accès à l'énergie, l'accès aux ressources, l'accès aux aliments, l'accès à un territoire. Mais le territoire est souvent aussi lié à pouvoir accéder à des ressources alimentaires, énergétiques, etc., ou de sécurité. Et donc, la relation antagoniste, c'est une relation tendue de force entre un vainqueur, un vaincu, ou deux êtres qui vont venir en concurrence par rapport à une ressource commune. L'autre façon de parler de la symbiose, c'est aussi de voir qu'elle n'est pas une relation de parasitage. C'est-à-dire que être en parasite, c'est un être qui se développe sur un autre être, par exemple une plante qui se développe sur un arbre et qui vient sucer sa sève jusqu'à l'affaiblir, peut-être même jusqu'à ce qu'il en meure à son profit exclusif. La symbiose est tout autre, il y a un vrai bénéfice mutuel, harmonieux, un partage des ressources, on va le voir. Ça met en place beaucoup plus de valeur que seulement le profit de l'un, comme la relation de parasitage ou bien la relation antagoniste qui est une lutte pour accéder à une ressource ou à un bien. L'autre façon de voir aussi la symbiose, c'est de se poser la question, en fait, quels sont les bénéfices que chacun en tire? Parce qu'il y a une notion d'équilibre certain, et pas d'équilibre statique dans une symbiose, mais d'un équilibre dynamique. C'est-à-dire que les êtres qui vont entrer dans une relation symbiotique vont tirer parti l'un et l'autre de la situation, mais de façon non pas alternative, mais mesurée et au profit de chacun, voire même créer une sorte de superstructure qui elle-même se développe grâce à l'action des deux. Dans le corps humain, notre symbiose est illustrée par la présence du microbiote.
ou nos microbiotes finalement. Et si vous me suivez, si vous avez creusé un petit peu, vous savez que je suis féru du microbiote, que c'est ma porte d'entrée finalement vers beaucoup de choses, vers l'infiniment petit, vers la symbiose, vers qui nous sommes vraiment. Et donc cette notion de symbiose avec les micro-organismes nous apprend beaucoup. On a longtemps cru que notre microbiote a en fait été opportuniste. Ce sont des bactéries, des levures qui étaient venues pour finir de dégrader la nourriture dont on n'a plus besoin. Et donc, suite à la digestion, il restait des scories, des déchets, des produits non digérés. Et donc, les bactéries, nos micro-organismes s'en nourrissaient, étaient une sorte de petite centrale d'épuration de notre propre corps. Et c'était une vision extrêmement réductrice et ignorante à l'époque de ce qui se passe réellement dans notre corps. Or, nous savons aujourd'hui que c'est beaucoup plus riche que ça, que la relation, l'interpénétration des rôles de chacun est beaucoup plus complexe que l'on ne pensait. Pensez donc, le microbiote, et notamment le microbiote intestinal, celui que l'on porte dans nos intestins et surtout le gros intestin, le côlon, nous permet de pouvoir synthétiser de nouvelles molécules, ce que notre corps ne sait pas faire, ce que les cellules humaines ne savent pas faire spontanément, et quasiment 60 ou plus de 60% de toutes les hormones, de tous les neurotransmetteurs, de tous les anti-inflammatoires, de toutes les molécules qui viennent circuler dans notre corps sont produites par le microbiote et sont presque produites exclusivement par le microbiote ou très majoritairement par le microbiote. Ça veut dire que sans cette relation avec nos micro-organismes, nous aurions une capacité à nous développer extrêmement faible et même une capacité à survivre très très limitée. Des études ont été faites sur c'est l'expérimentation animale avec tous les problématiques que ça pose, mais sur des animaux qui ont été par antibiothérapie privés de leur microbiote, et on s'aperçoit qu'en fait, leur capacité à réagir à leur environnement, leur capacité à s'adapter à un environnement qui est toujours en mouvement devient de plus en plus faibles et finissent par dépérir, voire mourir. Et donc, cette vision que les microbes, que les micro-organismes sont dangereux, qu'ils sont nos ennemis, et donc cette vision antagoniste de l'humain par rapport à la nature, aboutit à des actions qui vont être finalement à notre propre détriment. Et c'est là où je veux en venir, c'est que selon que l'on va voir notre relation avec par exemple, dans ce cas-là, nos micro-organismes, selon Pasteur, ce sont des ennemis, ce sont des agents infectieux qui vont nous faire nous infecter et donc déclarer des maladies et doivent être combattus, tout doit être hygiénisé, tout doit être aseptisé, tout doit être pasteurisé, eh bien on aboutit à une déperdition de nos capacités à nous adapter avec notre environnement. Notre système immunitaire s'en trouve absolument déprécié. Il y a un lien avec, par exemple, les allergies qui est aujourd'hui prouvé entre des personnes qui vont être beaucoup plus en contact avec le milieu naturel, par exemple des enfants qui sont nés à la campagne et donc dans un milieu où on est très exposé à la nature et donc à des bactéries, des champignons, des levures, tout un tas de micro-organismes qu'il y a dans la terre, dans les feuilles, dans l'herbe, dans le foin, etc., sur les animaux que l'on croise, que l'on touche, etc. Et donc, déclarent beaucoup moins d'allergies que des petits citadins qui sont beaucoup moins en contact avec la biodiversité au sens large de la nature. De même, lorsque on réduit soit par antibiothérapie, soit par excès d'hygiénisme, on va se rendre ou évoluer dans un milieu quasiment stérile, on va diminuer
encore une fois, notre propre biodiversité. Et donc ça, c'est un élément important, c'est que la première diversité écologique, la première action écologique à faire, elle est d'abord en direction de nous-mêmes. Sinon, nous agissons non plus en symbiose et donc on ne peut pas bénéficier de tous les bienfaits de nos micro-organismes, mais on va agir à ce moment-là ou en antagoniste, c'est-à-dire on va considérer qu'ils sont là pour notre mal et donc on va les combattre, ou on va être dans une sorte de parasitisme, on considère qu'ils sont là pour venir nous spoiler, mais ne nous apportent rien. Eh bien, c'est l'inverse qui se passe. Donc cette vision d'une capacité de l'humain à se développer en symbiose est intéressante. Mais d'où vient finalement cette façon que l'on a de voir la nature comme hostile, ou doit-on être en concurrence, doit-on se battre pour l'accès aux ressources avec d'autres animaux, avec la forêt, avec les mauvaises herbes, j'en passe, etc., que l'on trouve envahissantes, etc. On s'aperçoit que c'est très temporaire. Par exemple, lorsqu'on laisse la nature faire, on peut penser qu'elle est dans un premier temps un petit peu envahissante, elle vient empiéter sur notre territoire, mais lorsque elle arrive à un certain équilibre, à ce moment-là, ça s'harmonise, et tout s'harmonise, y compris avec nous-mêmes. On va avoir plus de biodiversité. Plus de biodiversité, ça veut dire quoi? Ça veut dire des capacités à faire face à des situations de stress, de chaud, de froid, de sécheresse, d'excès d'eau, etc., etc., beaucoup plus grandes. Au sein d'une même espèce, par exemple, moi j'ai travaillé beaucoup dans les semences avec la sélection des végétaux, notamment des légumes, pour les sociétés pour lesquelles je travaillais avant d'ouvrir les yeux. Mais on vient finalement sélectionner, c'est-à-dire rendre des variétés extrêmement pures, travailler sur des résistances aux maladies, mais en fait, elles sont beaucoup plus sensibles que toutes les autres. Et si au lieu de vouloir les sélectionner pour être toutes les mêmes, là, qu'il n'y ait pas une tête qui dépasse, etc., qui facilite la vie, quand tous les épis de blé sont mûrs au même moment, on moissonne en une fois, ça optimise le travail, la main-d'œuvre, etc. Sauf que sur ces critères-là d'homogénéisation, d'avoir tout standardisé, homogénéisé à la même hauteur, à la même maturité, etc., 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 on appauvrit cette biodiversité. Et c'est quoi l'intérêt d'avoir une grande biodiversité? C'est qu'on peut faire face à l'avenir. On peut s'adapter à l'inconnu beaucoup plus facilement. Et donc, pour revenir là sur la partie humaine, c'est la même chose. Notre capacité à évoluer, notre capacité à nous épanouir dépend directement de notre capacité à favoriser une vision symbiotique de la vie, c'est-à-dire de pouvoir englober de façon la plus large possible tout ce qui nous entoure, pas seulement nos micro-organismes, mais également notre environnement direct, qu'il soit la qualité de l'air, de l'eau, la qualité visuelle, le calme, le stress émotionnel, la qualité de nos relations, la qualité que l'on noue par rapport aux nos relations professionnelles, personnelles, amoureuses, familiales, amicales, etc. Bref, l'acte symbiotique n'est pas lié qu'à la biologie. Et ça, pour moi, c'est vraiment très, 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 très enseignant. Donc, je vais m'arrêter une seconde sur vos commentaires. Marie-Françoise nous dit quand notre médecin de famille voyait nos enfants porter à leur bouche des choses très importantes, elle disait, bah, c'est comme ça que les petits Français se vaccinent. C'est tout à fait juste. C'est une façon très naturelle, notamment lorsqu'on est en jeune âge, de pouvoir augmenter notre biodiversité et d'intégrer directement là dans notre organisme de nouvelles ressources. Songez que chaque fois qu'on augmente la biodiversité, on augmente
on met un joueur de plus dans l'équipe. Et donc, on fait une équipe qui est plus forte avec des spécialistes de la lutte contre quelque chose, de la défense, de l'attaque, de la fabrication de certaines de molécules, de se défendre contre autre chose, de tisser des muqueuses pour nous permettre d'avoir une perméabilité très sélective dans l'intestin, mais également dans toutes les muqueuses, les sinus, la bouche, muqueuse vaginale, etc. La peau est un terrain de jeu pour notre microbiote absolument fabuleux. Bref, notre relation à notre environnement est directement reliée à notre capacité à être dans une relation harmonieuse avec notre microbiote. Et une relation harmonieuse, c'est une relation symbiotique. Frédéric nous dit, ma grand-mère disait, la réponse à toute maladie se trouve dans la nature. Ce n'est sans doute plus vrai aujourd'hui. C'est intéressant. C'est intéressant. Ça serait intéressant de voir pourquoi ça ne serait plus vrai aujourd'hui. Est-ce que l'on a saccagé cette biodiversité? Certainement. Et donc, on a perdu des capacités à trouver dans les plantes, dans les micro-organismes, dans la terre même, dans sa fertilité même, les capacités à nous permettre de se remettre d'une maladie. Notre question du rapport à notre bénéfice, et si on dit que notre bénéfice c'est de pouvoir se développer, de pouvoir vivre le plus harmonieusement possible, en santé, etc., passe par notre relation à notre environnement de façon plutôt symbiotique. Pourquoi? Lorsque on est en concurrence, on vient forcément réduire la biodiversité. Si on prend tout le territoire d'une espèce, on a vu avec les animaux ou certaines plantes, ils disparaissent. Lorsqu'on vient rejeter, polluer, etc., on vient détruire certaines espèces. Et ces espèces-là, en s'appauvrissant ou en disparaissant de la surface du globe, de la même façon qu'elles disparaissent de notre planète intérieure, viennent nous empêcher de trouver des futures solutions, comme nous disait Frédéric de futurs, ou la grand-mère de Frédéric plutôt, des futurs médicaments. Et tout cela empiète et vient réduire notre capacité de survie. Donc, si l'on voit du côté de la nature sous l'angle biologique, il semble évident que la symbiose est vraiment le chemin le plus fructueux pour nous et non pas l'antagonisme, le parasitisme, etc. Mais observons-nous. L'humain se comporte relativement peu de façon symbiotique. Il se comporte souvent de façon ou antagoniste, je lutte contre et je dois contrôler, etc. Ou de façon même parasitaire, je prends, et finalement j'appauvris l'être, si on prend la planète à laquelle je prends. Donc, en quoi ça peut influer? Je crois qu'en premier lieu, cette vision-là nous pousse dans deux directions. La première, c'est qu'on sait au fond de nous que ce n'est pas durable. Et même, soyons honnêtes avec nous-mêmes, là, il y a 2 ans, là maintenant, on rêve de revenir à la vie d'avant. Mais il y a encore 2 ans, la vie d'avant, on n'en pouvait plus. Trop de pollution, diminution des ressources, l'eau, la stérilité des sols, etc. Donc on avait déjà des problèmes, c'était déjà insoutenable. Donc la question n'est pas de revenir à une normalité, à une vie d'avant, mais de pouvoir créer un système qui soit beaucoup plus favorable à continuer notre épanouissement et notre évolution. Et là, j'en reviens à faire toujours ce pas entre notre intérieur, notre extérieur, qui est de plonger encore une fois dans qu'est-ce qui finalement influence nos comportements. Bien, par exemple, nos bactéries ont une influence sur notre état psychologique et peuvent nous pousser à aller vers certains comportements. Et elles ont cette sagesse-là. Pourquoi j'appelle sagesse? C'est une façon très humaine de se représenter les choses. Mais la question de la sagesse, peut-être est-ce la question d'aller
dans le sens de la vie, c'est d'avoir finalement un enclin, une inclinaison à aller dans le sens du vivant pour que la vie, finalement, on la comprenne mieux et on aille dans ce sens-là plutôt que de lutter contre. Et donc, en quoi nos micro-organismes et notre microbiote est un enseignant fabuleux par rapport à cette sagesse de vie, c'est qu'elle porte les codes génétiques, elle porte tous les codes, y compris énergétiques, de la création de la vie sur Terre. En effet, c'est la première cellule qui s'est formée, et j'en parle régulièrement dans les lives, s'est formée, c'était une archée ou une bactérie, on pense plutôt que c'était une archée, mais ça ressemble vraiment à une bactérie, et ça il y a 4 ou 5 milliards d'années. Et donc ça, c'est cette première cellule-là qui est à la base et la mère de toutes les cellules des organismes que l'on voit aujourd'hui sur Terre, et y compris ceux qui ont disparu, mais aussi des futurs qui se créent. Et donc, cette première cellule, on la porte en nous, et c'était un micro-organisme. Donc, nous avons en nous toute la nature que l'on a à l'extérieur, et donc on a la capacité aussi, si on préserve cette biodiversité intérieure, et là l'écologie intérieure porte tout son sens, on va pouvoir avoir en retour accès à une pharmacopée incroyable. Notre système immunitaire dépend de notre microbiote. On va avoir accès à une capacité à synthétiser tout ce dont on a besoin, que ça soit pour avoir un bon sommeil, que ça soit pour avoir une humeur plaisante. Et notre nourriture et notre état de stress influencent directement notre microbiote, qui lui-même vient influer notre état psychologique. Et ça va plus loin. Là, une des dernières études que j'ai lues sur le sujet, elle est très très récente, montre que certaines bactéries de notre microbiote produisent et surtout régulent une hormone ou une famille d'hormones, pour être plus exact, qui sont les corticostérones. Et ces corticostérones, c'est un peu compliqué à prononcer, sont les hormones qui régissent le stress relationnel. C'est-à-dire que ça influe directement sur notre capacité à socialiser, notre relation sociale avec les autres humains. Et ça ouvre un champ extraordinaire. C'est-à-dire que même nos relations sociales, même notre organisation sociale, notre façon de vivre une expérience de relation sociale plutôt dangereuse ou au contraire aimante, plutôt reliée ou plutôt séparée, dépend aussi de notre microbiote. Et ça, c'est extrêmement bluffant. Je savais, et je l'enseigne, et on le touche du doigt dans les stages, dans les enseignements, dans les conférences que je donne, mais on trouve bien sûr toute la partie psychologique et comportementale, mais là, on touche aussi notre partie sociale, qui dépend encore une fois de cette symbiose. Et donc, se pose pour moi véritablement la question comment on pourrait s'inspirer de ce schéma symbiotique pour en faire un schéma social sûrement évolué et au bénéfice, à notre propre, non pas bénéfice exclusif, mais au bénéfice de la vie, ce qui me semble être le minimum syndical pour que nous-mêmes nous puissions évoluer. Et donc, le fait que l'on puisse prendre peut-être ce modèle-là, pour moi, est extrêmement inspirant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais finalement, on essaye de s'évertuer à faire des réseaux de neurones artificiels avec des puces, des capacités de calcul de plus en plus grandes pour, là, on va vraiment directement dans l'intelligence artificielle. Eh bien, avec tout le respect que j'ai pour les chercheurs, pas forcément ceux qui viennent manipuler la technologie pour en faire des outils de domination ou autre, mais ceux qui ont mis au point ça, c'est une pâle copie de ce que la nature fait et ce qu'elle fait déjà en nous. Regardons par exemple l'organisation des mycéliums des champignons. Les champignons sont une petite spore, donc comme un mini grain de pollen qui va tomber sur le sol ou sur un végétal et se développer avec ça. Puis il va pouvoir faire un amas de cellules, grandir, etc.
Eh bien, ils communiquent. Ils communiquent via un réseau souterrain de filaments sur des étendues énormes et viennent coloniser, en tout cas, non pas coloniser, mais tisser un réseau gigantesque dans le sol d'une forêt, par exemple, ou dans des champs, à condition que l'on ne vienne pas déverser des pesticides, etc. C'est un réseau de télécommunications dont, pour avoir travaillé un petit peu ça, aucune start-up aujourd'hui, aucun laboratoire d'intelligence artificielle n'est capable d'égaler la performance en termes de communication, de rapidité de communication, d'échange d'informations, etc., d'un réseau de mycélium de champignons. Et ce n'est pas tout. On est sur des communications universelles, c'est-à-dire que ces codes biologiques qui s'échangent entre les bactéries, les champignons, communiquent avec des arbres, communiquent avec des cellules animales, communiquent avec des cellules humaines, sont capables de minéraliser donc des minéraux et de les rendre organiques, végétaux ou animaux, et inversement. Bref, que ça soit au niveau alchimique, que ça soit au niveau communication, que ça soit au niveau de l'organisation, on a aujourd'hui dans la nature des modèles qui sont vraiment formidables. Les bactéries entre elles, une photographie au microscope électronique, j'y suis tombé dessus il y a quelques semaines seulement, au sein, pour celles et ceux qui sont dans le programme Énergie Limitée, qui est un programme de groupe que j'ai créé et dont j'accompagne en 2 ou 3 sessions chaque année quelques centaines de personnes. On me demandait, est-ce que tu aurais de belles photos de microbiote? Et donc, je suis allé chercher les dernières que j'ai trouvées. Et il y a quelque chose qui m'est apparu, c'est que les bactéries ne sont pas seulement en réseau proche. Elles créent des, comme tunnels, des passerelles qui les relient l'une à l'autre. Et donc, l'information, les liquides, les métabolites, etc., vont circuler comme dans un amas finalement géant qui passe de l'une à l'autre de façon extrêmement fluide. Ça, c'est un énorme avantage. C'est que l'information circule beaucoup plus vite. Ensuite, ça crée une solidarité de fait, puisque les ressources, que ce soit l'énergie, que ce soit l'eau, que ce soit les minéraux, etc., vont pouvoir s'équilibrer sur l'ensemble. Et donc ça crée une solidarité au niveau des ressources, de l'utilisation des ressources extrêmement grande. Ça crée de la sécurité, puisque la reliance physique entre les différents êtres crée aussi une certaine sécurité, parce que si l'un est attaqué à un endroit par un macrophage, un ennemi, un stress, une pollution, etc., il va immédiatement passer l'information au reste du réseau qui va pouvoir ou se couper pour créer une sorte de barrière et se séparer de la menace qui arrive, ou bien sécréter des substances, etc. Donc, cette organisation symbiotique ou cette organisation en réseau est extrêmement efficiente. Et ce qui est intéressant, c'est que aucun des micro-organismes qui constituent ce formidable réseau ne perd son identité propre. Identité, peut-être pas le mot, mais en tout cas, ne perd pas sa propre unicité. Et donc, on peut être soi et dans un réseau qui permet la sécurité, qui permet la solidarité, qui permet l'échange d'informations, qui permet la réactivité, etc. Et ça, pour moi, c'est sûrement le modèle, un modèle possible. Mais en tout cas, celui-là me tient à cœur et me paraît tellement efficient qu'il est sûrement un modèle du futur. Mais alors, se pose la question, doit-on le mimer, doit-on le reproduire ou bien le faire rentrer en nous ou tout simplement nous y intégrer? Est-ce que c'est pas ça la voie? Là, je vous pose la question, hein. Est-ce que la voie, c'est de créer artificiellement la même chose que font les champignons ou les bactéries? Moi, je trouve cette voie-là longue, très prétentieuse et surtout qui va faire appel à des ressources. Et finalement, on va enlever des terres rares pour augmenter notre capacité de calcul des microprocesseurs. On va enlever des métaux précieux, etc., pour faire des couches de calculateurs, etc., ou de cartes mères, alors que finalement, ne pourrait-on pas nous intégrer nous-mêmes
décider de faire partie de ce réseau-là et de créer nous-mêmes ce réseau entre nous. Et donc, c'est une réflexion que je vous porte de plutôt vouloir copier, de nous intégrer et finalement de rentrer de plein pied dans une civilisation d'humains qui reconnaissent qu'ils sont liés à la nature et on est soumis à la nature. Sans la nature, on ne peut pas manger, on ne peut pas dormir, on ne peut pas se reproduire, on ne peut pas faire l'expérience d'une vie joyeuse, heureuse, épanouissante. On est complètement soumis à la nature, alors pourquoi pas l'épouser complètement et rentrer de plein pied dans une reliance plus forte. Et ça ouvre quoi? Ça ouvre notre sensibilité, notre obsession à casser la nature, notre obsession à piller finalement les ressources, notre obsession finalement à faire l'inverse de ce qui nous est bon. Est-ce pas parce qu'on ne se rappelle pas que notre sécurité est dans la nature, que notre solidarité, notre survie est dans la nature, que notre, au sens large, c'est-à-dire pas seulement la nature idéalisée de dormir à la belle étoile dans une forêt, c'est pas ça, bien que l'expérience est plaisante ou confrontante, mais la question c'est de voir que si l'on s'intègre et si l'on se reconnaît non pas comme les êtres les plus évolués de la création, mais comme les êtres peut-être les plus complexes et de ce fait les plus fragiles, parce que la complexe fonction, mais à ce moment-là, on a peut-être un rôle à jouer qui reste finalement à faire. Et si l'on trouvait l'intérêt d'être humain dans la nature, et moi je me pose souvent cette question, quel est l'intérêt pour la nature d'être au contact des humains? Si on résout cette question, je pense qu'on résout la question fondamentale de l'écologie intérieure et extérieure. C'est-à-dire que si l'on se considère comme des pilleurs de la nature, on va pouvoir se flageller, on va se dire il faut que je répare la nature, mais on fait toujours partie du problème. On est ou bourreau, ou victime, ou sauveur, mais on est dans ce triangle de Karman, ce triangle vicieux, ce triangle dramatique de notre relation à notre environnement. Par contre, si on se pose la question à l'inverse, qu'est-ce qui pourrait faire que la nature humaine, l'être humain, soit en symbiose avec la nature, non pas de notre point de vue pour qu'on soit heureux, mais pour que la nature profite aussi de nos formidables capacités? À ce moment-là, je crois que l'on touche du doigt. En tout cas, j'aimerais vous entendre sur cette question-là. On touche du doigt sûrement une des questions qui pourrait faire switcher complètement notre vision de l'environnement, notre rapport à la Terre, notre rapport à la planète, et en premier lieu par rapport à notre planète intérieure. Marie-Françoise nous dit, j'ai vu une émission avec des maisons faites avec du mycélium, des arbres vivants, etc. Waouh, ben oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dès qu'on met du vivant, on permet au vivant de se développer parce que le vivant a cette intelligence de pouvoir s'adapter en permanence avec le moment présent, avec le monde qui l'entoure et dont on ne peut pas faire l'économie de cette relation-là. Donc, si on voit sous l'angle de la symbiose, à ce moment-là, on est obligé de se poser la question en quoi l'humain, en quoi l'homme peut aussi apporter de façon équilibrée à la nature, au monde. Et cette question-là n'est pas encore à mes yeux résolue. En tout cas, si vous avez des pistes, je suis preneur parce que c'est une réflexion que j'ai envie de continuer. Autant il me semble que répondre à cette question permet de switcher littéralement sur une vraie symbiose. Allons maintenant sur les relations en termes de modèle social. Nous avons vu que notre organisation sociale est héritée de finalement une sorte de pyramide, que ça soit dans les entreprises. On est toujours, quelle que soit
allez, l'enrobage que l'on va mettre derrière les mots, on est sur une structure pyramidale, ou qui est héritée de quoi? Elle est héritée de la révolution industrielle, où celui qui savait compter devenait contremaître pour pouvoir surveiller la production des ouvriers. Celui qui savait lire et compter pouvait être un petit peu plus au-dessus parce qu'il pouvait transmettre, comprendre, lire des informations, les stocker et pouvoir donner des ordres, et puis etc., etc., etc. Mais aujourd'hui, on voit bien que cette vision antagoniste, voire de l'ordre du parasitisme, n'est pas une relation gagnant-gagnant, n'est pas une relation de développement harmonieux. Alors en quoi, finalement, notre société, qu'elle soit au niveau professionnel, au niveau humain, peut-être même au niveau politique, pourrait s'inspirer des réseaux micellaires, des mycéliums, de ce que l'on voit dans la nature et ce que l'intelligence artificielle essaye de mimer pâlement avec de très piètres performances. Comment on pourrait s'inspirer de ça pour finalement reconnaître l'unicité de chaque être, garantir son développement par la solidarité, par la sécurité, mais chacun participe à ça, il n'y a pas de sauveur. Chacun est à la fois protégé et protecteur, chacun est à la fois communicant et traversé par l'information, chacun est à la fois lanceur d'alerte et bénéficie de l'alerte, etc. Et c'est comme ça que communique le vivant. En termes d'organisation sociale et politique, le fait que chacun soit autonome et responsable, mais tout en étant relié, connecté et solidaire, est sûrement un modèle peut-être dérangeant aujourd'hui qui remet en cause des pseudo-sécurités, qui pourraient remettre en cause peut-être la détention de richesses par peu au détriment d'autres, mais en fait ces richesses-là, on ne les emporte pas dans notre tombe et sont peut-être plus des marqueurs d'angoisse, de peur et de traumatisme interne que réellement de pouvoir. Et donc moi j'aime bien voir derrière l'abus de pouvoir la souffrance des hommes qui abusent de leur pouvoir parce que ce sont des gens souffrants. Et donc pourquoi faire de la souffrance finalement le modèle socio-économique de nos peuples, et pourquoi pas au contraire faire dans la solidarité, mais pas la solidarité au sens aumône, mais dans la solidarité active qui ne renie pas l'individu, mais au contraire lui permet de se développer dans la solidarité et l'interreliance sans remettre en question l'identité de chacun. Donc voilà un petit peu où nous amène cette question de symbiose, en tout cas où moi elle m'amène. Il est presque l'heure de conclure, donc je vais pouvoir lire un petit peu vos commentaires. Pour moi, on est juste une petite part du grand tout, mais on y a pris la grosse tête. J'adore ta façon de voir les choses. Oui, oui, oui. Alors, ça m'interpelle ce que tu dis, parce que oui, on a pris la grosse tête, mais je pense que une des clés est que notre cortex cérébral s'est développé plus que certaines espèces, ce qui nous donne certaines facultés, mais je crois que c'est tellement récent dans l'évolution de la vie sur Terre, c'est seulement quelques centaines de milliers d'années que notre cortex s'est développé. Et donc, on est un peu comme des enfants avec un nouveau joujou, on ne l'a pas bien apprivoisé. Et donc, comme c'est un nouveau jouet, notre cortex, on n'utilise que ça. Et donc, on n'utilise que le mental, on n'utilise que notre capacité de faire des relations de cause à effet. Et c'est extrêmement limité parce que notre mental, notre tête, ne fonctionne qu'avec le passé et le futur, n'est jamais là et elle ne sait pas fonctionner avec l'inconnu. C'est un organe de stockage et c'est un organe pour créer des statistiques finalement très rapidement. C'est un super calculateur, mais ce n'est pas un organe sensoriel. L'organe sensible, c'est notre corps, ce sont nos centres énergétiques et c'est essentiellement la sphère du ventre, notre planète intérieure, comme j'aime à l'appeler, la rappeler, que l'on développe là dans les stages, etc., au contact de la terre, de la nature, au contact des humains. On fait cette expérience-là en présentiel pour pouvoir développer cette sensibilité. Développer sa sensibilité, c'est augmenter notre capacité à percevoir des signaux faibles, notre capacité à percevoir des informations
qui ne parlent pas fort, qui sont très, très, très subtils. Et donc, plus on est sensible, plus on a la capacité à capter ces messages subtils. Et donc, c'est là qu'on commence à se relier avec la nature elle-même. Et donc, oui, on a pris la grosse tête. J'ai l'impression que surtout, on ne pense qu'avec notre grosse tête. Et dès qu'on rééquilibre un petit peu, qu'est-ce qui est de l'ordre du ressenti, qu'est-ce qui est de l'ordre du sensible, à ce moment-là, on fait une autre expérience. On fait l'expérience du coup de notre reliance, parce qu'on n'a jamais quitté la symbiose. C'est nous qui nous en coupons, et lorsqu'on s'en coupe, en fait, on se saborde nous-mêmes, on se coupe un bras, quoi. Alors, le riche et le pauvre, toujours le même problème. Ben oui, mais en fait, le riche est pauvre intérieurement, le pauvre est riche intérieurement et pauvre à l'extérieur. Et c'est tout le dilemme de la vie. Et cette dualité, pour moi, disparaît, s'efface lorsque justement on se met dans ce réseau micellaire, dans ce réseau de une mer, on appelle ça une mer. Regardez l'énergie des mots, des levures ou des bactéries qui s'unissent pour faire un réseau ensemble. Ça s'appelle une mer. La mer qui va faire transformer une tisane le thé en kombucha, la mer qui va transformer le vin en vinaigre, etc., 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 ou qui va faire le vinaigre balsamique, etc. C'est une mer. Donc c'est magnifique de savoir que si on replonge finalement nous-mêmes et si l'humain se vient créer une autre mer, une mer humaine, à ce moment-là, je pense réellement qu'il y a motif à être extrêmement optimiste sur l'avenir de l'humanité en tant qu'espèce peuplant cette planète. Donc en tout cas, c'est une voie que j'ai envie d'explorer, la voie de la sensibilité, non pas la sensibilité pleurnicharde, même si j'ai la larme facile, mais la sensibilité dans le sens d'ouvrir nos canaux sensibles, de ne plus les voir comme une faiblesse, mais une formidable capacité de capter des informations qui sont là, qui nous traversent, et de pouvoir à ce moment-là plonger avec et faire corps. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ce thème de la symbiose. Je crois qu'il est loin d'être épuisé. Mais la joie, le plaisir et le plaisir partagé est quelque chose qui est bon pour notre microbiote. Et si c'est bon pour notre microbiote, on prend soin de notre biodiversité. Et si on prend soin de notre biodiversité, on se rappelle alors que cette symbiose est non seulement d'où on vient, mais peut-être un formidable modèle d'avenir pour notre humanité. Je vous embrasse, l'amour et l'énergie. Je vous souhaite une très très belle soirée et j'aurai plaisir de vous retrouver lundi prochain pour une autre émission sur les chemins du vivant.